Nous avons déjà 5 petites minutes de retard et nous avons un panel très riche de personnalités. On ne voudrait pas frustrer à la fois les personnes qui ont accepté de parler, de venir, de se déplacer pour ce panel, et non pas frustrer non plus vous-même les participants, puisqu'on prévoit de vous donner la parole après un premier tour des intervenants. Donc cette session fait suite à celle d'hier en session plénière. Vous vous souvenez qu'hier, pour ceux qui ont pu assister, on a parlé des questions de connaissances et des incertitudes quand il n'y avait pas des connaissances très claires, que l'incertitude pouvait générer la controverse, que la controverse pouvait générer la défiance. Tout ça a été très bien discuté par les intervenants d'hier. Aujourd'hui, on repart de cette situation et on se met dans l'idée que dans ce contexte d'incertitude, de connaissances pas toujours très stables, on a besoin de prendre des décisions. Et comment se passe le circuit de prise de décision? Comment les savoirs des uns et des autres sont mobilisés? Est-ce qu'ils sont tous mobilisés? Et comment tout cela amène à des décisions qui sont ou pas contestées? Et parce que tout ce processus, évidemment, est itératif. Donc, je laisse la parole à Virginie qui va brièvement introduire le panel. Et après ça, ça sera à nos invités d'intervenir. Merci beaucoup. Oui, donc pour traiter ce sujet complexe, en tout cas échanger aussi avec vous, nous avons réuni autour de nous 2 représentants d'agences sanitaires et puis nous allons les présenter bien sûr de façon un peu plus précise ensuite. Un représentant d'agence régionale de santé, un représentant de patients qui est impliqué dans différentes instances et puis un chercheur en santé publique et qui a en plus une vision, je dirais, hors hexagone. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Madame Geneviève Chêne d'intervenir. Je vous présente, chère Geneviève, donc vous êtes directrice générale de Santé publique France depuis novembre 2019. Vous siégez au comité exécutif de l'European CDC et aussi du réseau international des agences nationales de santé publique. Et comme tout le monde le sait, vous êtes professeur de médecine en santé publique à l'université de Bordeaux. Et je te cède la parole, Geneviève. Merci. Merci beaucoup. Bonjour et merci évidemment pour l'invitation. Pour une agence de santé publique, agir, c'est éclairer la décision, évidemment pour construire des environnements qui sont favorables à la santé. Alors, je pense que c'est aussi évidemment, et ce qui nous occupe sans doute plus dans la table ronde, c'est en situation de crise sanitaire ou dans des situations de très très forte incertitude, comment on documente le plus précisément possible le phénomène qui se produit pour que les mesures essentiellement de protection soient prises de façon proportionnée, évidemment le plus possible, et proportionnée au contexte. Dans tous les cas, de toute façon, que ce soit amélioration de la santé ou protection de la santé, qui sont 2 grands piliers de la santé publique, l'incertitude, elle est partout et tout le temps. Et même d'ailleurs quand on a beaucoup de connaissances. Donc, et je vais y revenir, l'enjeu, ça n'est pas nécessairement de disposer du plus haut niveau de preuve, c'est-à-dire plusieurs essais randomisés, de méta-analyses, etc., pour faire face à une situation d'incertitude. L'enjeu, en tous les cas du point de vue d'une agence sanitaire en appui à la décision, c'est plutôt de comprendre le phénomène en collectant toutes les informations disponibles, en les décrivant le mieux possible, en précisant parfois même, et autant que possible, les options de gestion, leurs bénéfices et leurs risques potentiels, c'est des analyses de risques, tels qu'ils sont connus à date. Et à date est évidemment important, parce que on a, et on ne peut pas répondre aux décideurs. Mon voisin de gauche, par exemple, on va faire une étude, ça va prendre 20 ans, et on se redonne rendez-vous, et je vous donnerai la réponse à ce moment-là. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Le dialogue, évidemment, avec le décideur, et surtout si on veut être utile, et on peut être utile, bien entendu, en mobilisant des connaissances qui diminuent l'incertitude scientifique. Donc l'incertitude, on peut la voir sous 2 angles. L'incertitude scientifique, donc celle qui va effectivement nécessiter de combler des lacunes en termes de connaissances
pour faire des analyses de risque approfondies, d'impact, qu'est-ce qu'on connaît moins, et comment on se met en action pour diminuer cette incertitude et recueillir des informations scientifiques. Et puis il y a un deuxième angle, et d'ailleurs ces informations scientifiques, même si personnellement je suis épidémiologiste et qu'on fait beaucoup d'épidémiologie dans une agence sanitaire comme Santé publique France, ce n'est pas que de l'épidémio, et je le redirai, mais ce n'est pas sans épidémiologiste non plus, évidemment. Mais l'incertitude, il y a un deuxième angle d'incertitude, c'est l'incertitude telle qu'elle est vécue et qu'elle est appréhendée par le décideur d'une part, et puis aussi par celles et ceux à qui s'applique la décision. Donc c'est évidemment, eux se posent, et nous posons la question, en appui à la décision, du type de réponse qu'on peut apporter pour réduire l'incertitude de la décision. Et c'est aussi un angle important. Donc incertitude, mais vous avez dû déjà le discuter largement, incertitude, ça n'est pas synonyme de manque de connaissances. Je vais reprendre un exemple historique. Il me semble qu'on peut voir ou analyser dans l'affaire du Mediator ou dans l'histoire du Mediator, par exemple, qu'au moment où on s'est posé la question en France du retrait, on disposait à peu près de tous les critères de causalité selon la méthode de Bradford-Hill. Et par ailleurs, quand je parle de compréhension du phénomène, ça n'est pas nécessairement qu'un sujet de connaissance. Par exemple, en France, on peut dire, d'après les connaissances sur le fardeau des maladies, que si on améliore très significativement l'exposition au tabac, à l'alcool, à l'alimentation et qu'on améliore l'activité physique, on va sans doute diminuer de manière très importante. Disons, on peut diviser par 2 la mortalité. Donc la question n'est pas tellement... On sait ça. La question, c'est l'incertitude des mesures et des interventions efficaces. Et même, on peut avoir des interventions efficaces et elles ne sont pas déployées. Donc le point sur lequel j'insiste, c'est vraiment l'incertitude, parce que c'est ça l'élément central, pas seulement le manque de connaissances, pas seulement les aspects très scientifiques. Alors ensuite, on se situe, l'agence ou une agence, dans une chaîne de production de la décision. Donc dans cette chaîne, qui fait quoi ? Il y a trois questions qu'on peut se poser. C'est qui analyse et qui évalue les risques, qui décide et à qui s'applique la décision. Et évidemment, donc dans la mission d'une agence sanitaire comme Santé publique France, nous, pas évidemment, mais notre rôle, c'est d'analyser les risques pour la santé et de manière, avec des méthodes et avec un certain nombre de moyens pertinents. Donc, c'est d'avoir conscience du processus dans lequel on se situe. On est dans nos missions là pour analyser les risques, bien entendu, mesurer l'impact des interventions. On est en appui à la décision, mais on n'est pas là pour décider. Il y a un décideur et chacun a son rôle. Et il y a aussi des parties prenantes à qui s'applique la décision et qui ont aussi évidemment leur voix à faire porter. Et puis, et je crois que ça c'est un grand enseignement de la crise, en tous les cas, au moins à titre personnel, mais aussi pour l'agence, c'est l'importance de rendre publiques les productions. Ça a été un travail énorme d'open data, par exemple, de mise à disposition du public, pour parler en français complètement, de faire la pédagogie sur la connaissance ou sur les nouvelles connaissances. Et pour revenir sur manque de connaissances et incertitude, dans une épidémie comme celle qui est liée au Covid, on part d'aucune connaissance par définition, et puis les connaissances s'accroissent. Et là, on a 2 écueils. Premier écueil, évidemment, le manque de connaissances à chaque nouvelle étape. Donc, quand le 14 décembre, le Royaume-Uni annonce qu'il y a un nouveau variant qui est en circulation au Royaume-Uni et qu'on se pose la question de savoir s'il va être aussi en circulation ailleurs, est-ce qu'il va être plus grave que la souche historique ? Est-ce qu'il va échapper au vaccin qu'on est en train de déployer ? Évidemment, c'est un manque de connaissances et c'est une immense incertitude aussi pour anticiper les étapes suivantes.
Mais on est aussi confronté à d'autres étapes, à un énorme volume de connaissances. Et la question n'est pas de savoir si on manque de connaissances, c'est est-ce qu'on manque des bonnes connaissances pour prendre la décision, ou comment on en fait la synthèse et comment on gère en temps réel l'énorme quantité de connaissances. Donc, l'enjeu permanent, c'est d'intégrer les nouvelles questions, les réponses, apporter des réponses les meilleures possibles et d'intégrer les sources d'incertitude et de donner les limites des connaissances. Et puis aussi, c'est de tenir compte des aspects plus qualitatifs du contexte social ou sociétal, des autres sources de connaissances, de la faisabilité des interventions, de l'acceptabilité de la décision. C'est des dimensions, évidemment, qui sont extrêmement importantes, que doivent intégrer le décideur, mais qui sont apportées aussi en particulier par les parties prenantes et ceux qui peuvent s'exprimer et qui s'expriment parce que la décision, elle s'applique à eux. Et peut-être que ça, c'est un point d'évolution, c'est tout le rôle des sciences humaines et sociales et des sciences économiques aussi, mais le rôle d'apporter ces éléments-là et de les éclairer, c'est aussi le rôle des démarches collectives. Quand la décision est difficile ou quand l'incertitude est forte, plus les parties prenantes qui analysent les risques, qui décident et à qui s'appliquent les décisions sont autour de la table pour discuter. Et il est possible que plus ou meilleures seront aussi les décisions. Et je pense que ça, c'est une expérience aussi de la crise. Et un des acquis, c'est de mobiliser les acteurs de terrain dans les territoires, là où se prennent les décisions au plus proche de ceux à qui elles s'appliquent, qui a sans doute évolué dans des circuits beaucoup plus courts aussi. Alors aujourd'hui, et il faut que j'avance et que je termine, moi ce que je voulais ouvrir, c'est bien sûr qu'il y a des grands succès aussi. Et donc la question, c'est comment on capitalise sur ces grands succès, je dirais pour nous, les systèmes de surveillance, le sujet sur la santé mentale par exemple qui a émergé. À chaque fois, si on analyse ces succès, ils sont collectifs. C'est vraiment un ensemble de travail collectif qui s'est mobilisé et qui permet aussi d'entrevoir la construction d'un futur système national de santé publique qui est plus résilient et aussi, si possible, une société plus apaisée, même si, bien entendu, il y a encore beaucoup de marge d'amélioration et on aura sans doute l'occasion d'en parler. Merci Geneviève pour toutes ces pistes. Oui, je pense qu'on peut applaudir aussi. Oui, merci beaucoup Geneviève. Et on va passer tout de suite la parole à Mathieu Schuller. Alors Mathieu Schuller qui est spécialiste de l'analyse et de la maîtrise des risques dans beaucoup de domaines. Risques sanitaires bien sûr, mais d'origines diverses et variées, et qui depuis février 2021 est le directeur général délégué du pôle Sciences pour l'expertise de l'ANSES, et donc un petit peu au milieu de cette chaîne de production de la décision très itérative dont parlait Geneviève à l'instant. À vous. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à partager avec vous. Petit liminaire sur l'ANSES en forme de clin d'œil. L'Agence de sécurité sanitaire a comme essence de travailler sur les risques et la connaissance sur les risques. Donc la petite question qui est quelque part posée, c'est quand il n'y a pas d'essence, est-ce que la voiture peut quand même avancer ? Incertitude, nous disions. L'incertitude, en fait, il y a un premier petit choc sémantique, c'est que dans l'approche scientifique, l'incertitude, c'est le moteur du questionnement. C'est donc quelque chose de positif. C'est une réalité avec laquelle nos experts travaillent et ils ont l'habitude de travailler. Mais dans le langage courant, l'incertitude, c'est quoi ? C'est ce qui n'est pas certain. Ça traduit l'hésitation, notamment s'il faut que je me décide. Et évidemment, si je suis dans une situation de crise ou de crainte pour ma santé, ça ne me rassure pas, l'incertitude. Donc on mesure à travers cet écart et ce choc sémantique toute la place qu'il peut y avoir pour des controverses lorsque le terme incertitude pointe son nez. Alors, petit topo sur finalement quelle est la contribution de l'évaluation des risques aux actions en santé publique telles qu'elles ont besoin d'être prises et décidées. L'évaluation des risques, c'est bien sûr en première étape l'identification des sources de danger
les qualifier. Est-ce que j'ai affaire à un produit qui est cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique, perturbateur endocrinien, que sais-je encore? Ou plus récemment, on les a redécouvertes, les virus, les bactéries, tous ces risques microbiologiques qui sont présents finalement sous plein de formes. Hein. Les bactéries, c'est des milliards ou des millions de typologies, et quelques-unes parmi celles-là sont pathogènes, hautement pathogènes, et finalement, comment les identifier et ensuite quantifier les relations qu'elles ont en termes de doses et d'effets sur notre santé. Deuxième étape de l'évaluation des risques, c'est la quantification. Une fois qu'on a le danger, c'est à combien est-on exposé, et finalement pour conclure sur comment on peut limiter, prévenir. Ça inclut bien sûr aussi l'efficacité des mesures de protection, mesures de barrière, dispositifs de filtration, masques, gel, tout ce qu'on peut avoir à puiser dans notre imaginaire collectif de ces derniers mois. Avec cette description, vous comprenez sans doute que c'est à peu près logique qu'en temps normal, lorsque l'ANSES est saisi par l'un quelconque de ces ministères de tutelle, et ils sont nombreux, ils sont 5, on prend entre 6 et 18 mois pour mener une évaluation de risque. Et effectivement, ce n'est pas toujours satisfaisant ou pas toujours le temps qui est nécessaire pour celui de la décision. Alors, qu'est-ce qui vient derrière nos évaluations? En général, des actions de diminution d'exposition. Je n'ai pas besoin, devant la Société française de santé publique, de faire un petit cours sur la prévention primaire et secondaire. C'est vrai que l'élimination de la source est toujours l'idéal. Alors, ça peut se faire par des décisions d'interdiction d'usage, mais il y a malheureusement des contaminants qui sont plus taquins que cela. Ils sont persistants, le cadmium, la chlordécone. Ils sont difficiles ou non à éradiquer, comme le virus du SARS-CoV. Donc dans ces cas-là, on est obligé de se ranger sur la prévention secondaire, la prophylaxie, c'est-à-dire comment je peux diminuer l'exposition en évitant des consommations, en interposant des sources de protection, mais quelle est leur efficacité à ces barrières, ou en étudiant des alternatives. Alors, deuxième typologie d'action auquel on peut penser, c'est on pourrait mener des investigations toxicologiques ou épidémiologiques, mais ça, c'est pas agir. Effectivement, c'est très souvent qu'on est sollicité par les pouvoirs publics en disant il faudrait que vous fassiez des études, mais là, on n'est pas dans l'action, on est bien d'accord. On agit quand on fait ça sur la connaissance pour mieux évaluer ou comprendre l'action. Et donc la question clé, c'est est-ce qu'on a le temps de le faire, parce que parfois, il y a besoin d'agir sans cela, surtout si on est sur une situation accidentelle. Le point aussi que je voudrais partager avec vous, c'est que agir ne nécessite pas, en matière de santé publique, l'atteinte d'une certitude, d'un niveau de conviction absolu. La réalité des risques, elle est en général complexe, et il faut agir simultanément sur plusieurs leviers pour atteindre un certain niveau de maîtrise. Et je n'ai pas dit un niveau de maîtrise absolu. Dans mon parcours, j'ai aussi travaillé en sûreté nucléaire ou en radioprotection. On a l'habitude de dire que pour se protéger efficacement d'un risque, il faut multiplier les barrières physiques et humaines, parce que de toute façon, chacune d'entre elles n'est pas intrinsèquement suffisante, et il faut les combiner. S'il y a de l'incertitude, c'est encore plus nécessaire d'avoir en tête que finalement, là où les solutions, c'est des combinaisons. Donc finalement, on voit un deuxième écart poindre. Je disais tout à l'heure, l'écart sémantique, incertitude entre approche scientifique et compréhension courante. Là, un deuxième écart, c'est finalement entre l'offre de solutions qui est souvent un panel de leviers et l'attente qui est on aimerait bien une solution simple et unique. Deuxième siège ou deuxième place pour des controverses. Alors que peut faire l'évaluation des risques dans cette situation? On essaie de déployer des méthodes d'évaluation qui sont là pour faire face à des connaissances limitées. Typiquement, parmi les métiers de l'agence, il y a ce qu'on appelle des vigilances. On coordonne les centres antipoison, on coordonne le réseau national des vigilances de pathologie professionnelle, la nutri-vigilance, et dans ces cas-là, on met en place des analyses d'imputabilité. Des analyses d'imputabilité, c'est finalement face à un événement indésirable qui survient, on utilise des scores, ce qu'on appelle des méthodes de score intrinsèques, extrinsèques, et qui ont peu d'a priori par rapport aux connaissances sur le sujet, notamment ce qu'on appelle le score chronologique. Finalement, la réintroduction, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Les collègues de Santé publique France utilisent d'autres outils, notamment les analyses de clusters, très importants en épidémiologie, là aussi pour faire face à une situation qui nous interpelle et qui appelle action. Troisième type d'outil pour faire face à des connaissances limitées, l'élicitation d'experts.
Alors, c'est quoi ce terme barbare? C'est vous prenez un groupe d'experts, vous les mettez autour d'une table, on ne connaît pas forcément tout, mais en organisant avec des règles, on peut leur faire prendre une position qui est intéressante. Un exemple, on a été confronté il n'y a pas très longtemps à un problème de peste porcine africaine qui était à nos frontières près des Ardennes. Et évidemment, les mouvements de sangliers qui sont porteurs de ce virus et qui sont susceptibles d'aller contaminer des élevages porcins, c'est très embêtant. Maintenant, de la littérature sur qu'est-ce qui effraie les sangliers en forêt, ça n'existe pas. Donc pour autant, il fallait rapidement, dans la construction des dispositifs d'évitement que les sangliers se propagent vers la France, trouver des recommandations auprès des pouvoirs publics. Et bien on a procédé par éllicitation d'experts. Donc finalement, on leur donne des règles et on essaie d'obtenir le meilleur de ce qu'ils savent en sollicitant des sachants. Donc voilà ce qu'on peut développer comme analyse un peu agnostique, c'est-à-dire sans connaissance ou avec peu de connaissances. Bien entendu, ces démarches, elles ont leurs limites et il est très important de les expliciter. Alors systématiquement dans nos avis, on essaye précisément d'expliciter nos incertitudes et ça peut désarçonner parce que celui qui décide après, il aimerait bien que ce soit clair et pas avec des si et des peut-être. Mais vous comprenez bien que quand on travaille avec une quantité d'essence limitée ou de connaissances limitées, c'est normal, il y a des incertitudes et c'est pour ça que derrière, il y a souvent pas une solution unique mais des leviers pluriels. Donc c'est important, comme le disait d'ailleurs Geneviève Chen, de partager ces incertitudes. Elles sont inhérentes à la manière dont on travaille. Dernier point pour conclure, en situation d'urgence ou lorsque le besoin est très pressant, qu'est-ce qu'on a comme voie d'accélération pour l'action en santé publique? C'est-à-dire comment je peux aller plus vite de l'analyse de la situation à l'action. Moi, je dirais ce que j'aurais envie de proposer ou de partager avec vous, c'est l'idée de circuit court. Autour du Covid, on a essayé de le faire. Par exemple, on n'attendait pas que les papiers soient tous publiés. On a travaillé avec des préprints. Deuxième point sur lequel les circuits courts peuvent être précieux ou importants, c'est dans le recueil des données. Parce qu'effectivement, il y a les données telles qu'on les recueille à travers des observatoires, des méthodes analysées, reconnues, certifiées. Mais on l'a vécu à l'ANSES et avec Santé publique France d'ailleurs autour de Lubrizol. On sent bien qu'il y a plein de données qui peuvent émerger de manière tout à fait prolifique, mais aujourd'hui on n'est pas capable de la capter, et pourtant ça serait un accélérateur de connaissances. Et dernier point dans les circuits courts, c'est que l'expertise, c'est pas forcément un système, enfin on n'est pas un maillon d'un système complètement linéaire qui va de la connaissance à la donnée, à l'expertise, à la décision et à l'action. Il y a certains sujets sur lesquels l'action, elle peut être directe. C'est-à-dire à partir du moment où on a partagé l'état de la situation, la vision qu'on en a, il peut y avoir de l'action très rapidement. Lorsque l'ANSES a fait une autosaisine sur l'inactivité physique qui était directement liée à la situation de confinement, il n'y a pas eu de décret du ministère des Sports pour dire tout le monde fait une demi-heure d'activité physique par jour. Et effectivement, ensuite, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a été suffisamment entendu? Mais voilà, en tout cas, le circuit court est tout à fait possible. Voilà, j'en termine là. Effectivement, le dernier point, et c'est peut-être important aussi, c'est que cette notion de circuit court, ça peut aussi interpeller le niveau de résilience territoriale et de voir comment on peut densifier ces échanges. Merci. Merci. Et puis, merci, Monsieur Schuller. Et justement, au niveau territorial, je me tourne vers Monsieur Coiplet, qui est donc directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire depuis 2017, mais qui est également directeur référent de santé publique au sein du collège des DG d'ARS, et qui contribue aussi à la réflexion avec Franck Chauvin qu'on va entendre tout à l'heure. Donc cette vision d'adaptation de ces décisions ou des décisions sur le territoire. Merci de nous donner votre point de vue. Bonjour à toutes et à tous et vraiment merci de me permettre de témoigner. Moi, je vais intervenir plutôt du côté d'un praticien et d'un décideur en santé publique à un niveau territorial. Et si vous le permettez, je voulais rappeler de mon point de vue 4 fondamentaux et vous proposer 5 pistes sur justement comment agir en situation d'incertitude. Première évidence, quoique, en tant que praticien, c'est quand même toujours s'appuyer sur l'état de la science et de l'art. Et au fond, le praticien que je suis doit toujours veiller à ne pas jouer à l'apprenti sorcier, ne pas être sachant à la place d'eux, ne pas agir au doigt mouillé, voire tomber dans les excès que
Nous avons tous connu dans l'histoire de la santé publique, hein, vous le savez encore mieux que moi, de la dictature de l'hygiène publique, hein, où on sait ce qui est bon pour l'autre, en passant par les techniques du marketing social ou du nudge qui seraient dévoyées parce que manipulées, sans parler du biopouvoir. Pendant la crise sanitaire, avec mes équipes, on a toujours essayé d'agir en s'entourant d'avis d'experts. J'ai créé une fonction de direction scientifique, on a créé un comité d'experts et d'usagers, on s'est appuyé sur l'expertise de Santé publique France et des CIR, parce que, au fond, on avait quand même un drôle de pouvoir. Hein. Quand je donne un avis sanitaire à un préfet, préconisant des mesures d'ordre public, on voit très bien que l'avis sanitaire est d'importance, mais si à un moment donné il n'est pas fondé, il n'est pas argumenté, il n'est pas expliqué, alors on peut aller très vite vers une sorte de dévoiement qui est, de mon point de vue, vraiment le premier principe, c'est toujours allier science et action. Deuxième élément, mais je crois que vous l'avez toutes et tous dit, deuxième fondamental, c'est que l'on soit finalement dans la recherche, dans l'expertise ou dans l'action, ça demande une sacrée dose d'humilité et une démarche déontologique et éthique, parce que finalement nous partageons une responsabilité commune, celle du prendre soin, que l'on soit à titre individuel ou collectif, et du primum non nocere, qui veut dire très clairement que notre responsabilité est partagée entre science et action, et évidemment sans dénaturer ce qu'est la science de la santé publique. Il faut souvent faire un pas l'un vers l'autre. Et moi, je suis très enclin à considérer que les lieux d'intelligence collective, les endroits où on peut partager les ambitions, les contraintes, les difficultés respectives sont tout à fait essentiels. En tout cas, nous, on y a toujours veillé, y compris, Geneviève, hein, tu le sais, sur les enjeux d'épidémiologie, où l'épidémiologie est un formidable outil d'aide à la décision, mais il peut être également source de propositions. Et c'est comme ça que, me semble-t-il, on peut travailler dans ces lieux d'intelligence collective. Un exemple, hein, la question du port du masque, qui, au début de la crise sanitaire, nécessitait d'avoir beaucoup d'échanges, de fondements. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile en milieu extérieur, en milieu intérieur? Tout ça, après, c'est du concret, hein, quand on le recommande, voire on l'impose à une partie de la population. Troisième fondamental, me semble-t-il, qui n'est pas des plus faciles, c'est que effectivement, il y a des temporalités qui peuvent être différentes entre le monde de la science et le monde de l'action, sachant finalement que la science de santé publique nécessite rigueur, expertise, approfondissement, et ça c'est bien légitime, mais que nous sommes finalement tant dans l'action comme pour la science, confrontés au régime désormais de l'immédiateté, du tout de suite, une forme de bouc émissaire, un problème égale une cause égale un responsable, à la pression médiatique, au populisme dans le mauvais sens du terme et à la pression parfois judiciaire. Et donc je pense qu'on a intérêt aussi à, là encore, faire peut-être des pas de côté en disant le temps de la science est nécessaire, il a besoin de cette maturation, le temps de l'action parfois va être, il faut agir vite. Mais quand on arrive effectivement là encore à se parler, à travailler ensemble, à porter des projets communs, alors on peut arriver très certainement à mieux gérer ces zones de contraintes et d'incertitude. On a eu à travailler sur les cancers pédiatriques, par exemple, hein, à Sainte-Pazanne, dans le Loire-Atlantique, hein, qui est un drame absolu et pour lesquels les familles attendaient des réponses immédiates. Il fallait à la fois montrer qu'on agissait, qu'on apportait des réponses. Il fallait aussi objectiver, expertiser, au risque, alors là, pour le coup, de tomber vraiment soit dans l'écueil de le bouc émissaire, en disant ça y est, on a désigné tel ou tel acteur ou tel produit, alors que c'est bien plus complexe. Et en l'état actuel des connaissances, il faut là être également extrêmement humble. Et puis, le dernier fondamental, c'est accepter que pour agir, et excusez-moi l'expression, mais vous l'avez un peu dit, on n'est pas toujours obligé d'avoir ceinture et bretelles. Ça veut dire que le circuit court que décrit Mathieu Schuller est tout à fait juste. Il faut évidemment argumenter l'évaluation des risques, mais vous le savez comme moi, quand on est en action de santé publique, il y a quand même une part de risque. Il y a quand même la nécessité de faire un pas de côté, comme on dit à Nantes. Ça veut dire qu'il faut garder toujours notre pouvoir réciproque de l'intuition, de la souplesse, de la créativité,
sans jamais bien sûr rompre avec la science. Les 5 pistes que je vous propose à soumettre au débat et qui évidemment bon, peut-être vont nourrir la réflexion. La première, pour ce qui concerne effectivement ce duo indispensable entre action et science. D'ailleurs, de plus en plus, que ce soit au niveau national comme au niveau régional, nous créons des dispositifs de recherche, expertise, action. Mais dans ce duo, je pense qu'il y a un troisième acteur qui doit être de plus en plus à nos côtés. Ce sont les citoyens et la démocratie sanitaire. Je pense que si on veut étayer, compléter, argumenter ces zones d'incertitude, si on veut finalement rapprocher science sanitaire, expertise sanitaire avec expertise sociétale, qu'on pourrait appeler tout simplement par le bon sens, pour autant évidemment que les citoyens soient représentatifs, formés, sensibilisés, alors je pense qu'il y a un tiers qui doit être de plus en plus à nos côtés pour justement permettre de dépasser ces incertitudes, ce sont les citoyens. Et au fond, dans une démocratie représentative que nous avons, il y a très certainement la place pour une démocratie participative qui doit être évidemment dans les contre-pouvoirs, mais aussi dans une phase de co-construction. Et je pense que vraiment la crise sanitaire, en tout cas s'il y a un des éléments à retenir, c'est la nécessité effectivement de pouvoir associer encore plus les citoyens, chacune et chacun d'entre nous, avec des remarques aussi de bon sens, avant, pendant et après la crise. Deuxième élément, me semble-t-il, qui permet d'essayer de mieux tenir compte de ces incertitudes qui sont évidemment inhérentes à l'action et à la science, c'est indubitablement le partage des données et le développement, pour ma part, des sciences prédictives. Le partage des données, ça veut dire que, et Geneviève Chêne l'a très bien dit, c'est l'open data, c'est rendre public et transparent les données, c'est permettre à chacune et chacun de se les approprier. Je crois qu'on est tous plus ou moins devenus des épidémiologistes. Alors après, évidemment, on n'est pas devenus experts, mais on a été capables, et tous maintenant, de comprendre ce que c'est qu'un taux d'incidence, ce que c'est qu'un taux de positivité, ce que représente telle ou telle évolution épidémiologique. Et donc cette mise à disposition, vraisemblablement avec un contrôle démocratique des données, est absolument essentielle et doit être encouragée en domaine de la santé publique. Et puis, mais je pense que Franck Chauvin le dira bien mieux que moi, je crois vraiment qu'on a besoin d'un dispositif, d'un service, d'un outil national de prédiction et un peu d'anticipation de ce que peut être la santé publique de demain et du futur. Troisième point, je pense que dans cette relation à agir avec incertitude, il y a à amplifier les enjeux de transdisciplinarité. Ça veut dire qu'évidemment, il nous faut de brillants chercheurs et acteurs de santé publique, mais il faut aussi le prendre dans une approche holistique, systémique, et y intégrer des sociologues, des philosophes, d'autres corps de métier de sciences sociales qui sont tout à fait essentiels. Quatrième point, et on l'a bien vu, je pense qu'il faut systématiquement trouver un équilibre entre une approche qui est nécessairement verticale. À un moment donné, on a besoin de messages du ministère de la Santé, des autorités centrales qui permettent d'avoir une réponse qui soit la plus homogène sur les territoires. Mais on a aussi besoin de la coupler avec une action qui soit horizontale, au sens où les territoires, dans leur acception la plus large possible, que ce soit les collectivités locales, les citoyens, les institutions, les agences régionales de la santé, les CIR, toutes celles et tous ceux qui contribuent à agir en zone d'incertitude, puissent adapter la réponse de façon à ce que les besoins du territoire ne soient pas contradictoires avec une approche très verticale. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais si je suis assez clair, mais c'est vraiment la frontière entre une nécessaire direction un peu jacobine, un peu directive, parce qu'elle est source aussi de protection et d'équilibre entre les territoires, mais la capacité, de façon souple, pragmatique, à agir dans chacun des territoires et au plus près des besoins. Ça veut dire que c'est plus seulement au niveau régional, c'est plus seulement au niveau départemental, mais c'est très certainement à un niveau intercommunal où tout se joue. Et puis le dernier point, mais
pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, je pense qu'on a besoin aussi d'agir en zone d'incertitude, de garder cette part d'innovation, ce pas de côté, et cette part de créativité qui très certainement, au-delà de l'incertitude, permettra toujours de nous sortir des difficultés lorsque l'absence de connaissances ou l'incertitude est de mise. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer rapidement tout de suite la parole à Thomas Sagnier. Thomas Sagnier, donc interpellé presque par Jean-Jacques Coiplet sur le savoir citoyen, le savoir des patients. Donc vous êtes le président de l'Association française des hémophiles. Ancien, pardon. Mais habitué et avec une grosse expérience à aider à l'édiction de recommandations en matière de santé publique, impliqué dans différents processus. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de comment les patients ont un savoir et comment on peut peut-être mobiliser ce savoir pour nous aider dans les situations d'incertitude et de crise. Mais merci à vous. Juste pour peut-être illustrer aussi, rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Mathieu, au fond, il y a cette phrase de Nietzsche. C'est toujours très bien de placer Nietzsche en introduction d'un propos. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Voilà, peut-être en écho à ce qui vient aussi d'être dit. Voilà, alors peut-être une introduction sous forme d'enjeu. Donc, merci à vous d'inviter un membre de l'Association française des hémophiles, association qui a construit, au fond, son savoir et son expertise à la suite du drame du sang contaminé et qui s'est dit notre sécurité ne peut dépendre simplement que notre sécurité ne peut pas dépendre uniquement des professionnels de santé. C'est à nous de construire notre savoir, un savoir complémentaire, un savoir d'action, un savoir de participation, mais l'importance de construire son savoir. Il y a un enjeu de responsabilité associative au regard de la collectivité. Donc, merci à vous. Merci aussi à Alexis Vervial de France Asso Santé, Alexandre Berkès du CAS Bretagne pour leurs réflexions qu'ils m'ont partagées. Et puis, juste un avertissement, il ne s'agit pas pour moi de faire une critique sur les résultats des actions qui ont été menées pour faire face à la Covid, mais d'analyser le processus de décision d'un point de vue utilisateur, usager, bénéficiaire final, mais pas que, comme vous l'avez dit, d'un temps de crise sanitaire. Donc cette question de l'action en situation d'incertitude ou de controverse suppose d'imaginer la scène, imaginer un théâtre. Il y a les personnages, les acteurs en place, l'administration, ceux qui coordonnent, ceux qui mettent en œuvre, les acteurs sociaux, les professionnels de santé, les associations au sens large, les experts, les agences, ceux qui prennent les décisions, les politiques à différents échelons, et puis enfin la population dans toute sa diversité, le drame. Ou les éléments de la problématique. Qu'est-ce que l'agir dans ce type de situation? Agir dans le temps court ou le temps long? Comment caractériser cette incertitude, cette controverse? Quels sont ceux qui peuvent poser un savoir stable face à une science, à des connaissances qui se complexifient? Agir face à la certitude, ce n'est pas la même chose que d'agir face à la controverse, parce que cela ne traduit pas les mêmes rapports de force en place. Et puis, comment travailler l'incertitude et supprimer la controverse? Qui mobiliser pour l'action pour qu'elle soit efficace? Et puis les spectateurs, représentation, il y a des représentations des pouvoirs publics face à l'incertitude et la controverse que le public ressentirait, c'est-à-dire il y a l'image que les pouvoirs publics se font de la population, et puis face à ces réactions par rapport à l'incertitude, et puis la représentation du public sur ces questions. Au fond, quelles sont les sources différentes d'informations? Hier, on parlait des différentes arènes décrites, qui ont été décrites hier. Et puis, il y a l'enjeu de l'accès à une information de qualité. Et puis, le décor, il n'y en a pas. C'était trop cher. On doit faire des économies. Donc, 3 constats et 3 actions possibles qui, à mon sens, donnent des enseignements sur cette crise, un apprentissage à partir des crises passées et comment nous pourrions agir dans le futur. La première chose, c'est... alors moi, j'ai ressenti presque comme une sorte de, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais comme une sorte au fond, à rebours d'une prise de conscience. Mais la crise de la Covid révèle le manque de confiance du gouvernement envers les instances de démocratie sanitaire en place. La Conférence nationale de santé, les CRSA, n'ont pas été sollicités alors qu'elles regroupent l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau national ou régional, ce qui fait que parfois, elles se sont auto-saisies pour pouvoir rendre des avis. Il y a des comités ad hoc qui ont été créés, des groupes d'experts chargés de conseiller le président de la République au gouvernement. D'ailleurs, la création de tels groupes peut être une décision nécessaire, mais pourquoi avoir remplacé l'un par l'autre ou pour l'autre?
Cette absence de mobilisation des instances de démocratie sanitaire, en fait, elle a ruisselé également dans les établissements de santé ou médico-sociaux, où les commissions des usagers, les conseils de la vie sociale ont été mis à l'arrêt pour l'immense majorité d'entre eux. Et puis, de manière générale, ces acteurs ont peu été consultés ou vus comme des contributeurs à la réalisation de la crise, à la résolution de la crise. Donc, à mon avis, l'action essentielle, et je vous rejoins totalement, c'est solliciter les instances de démocratie sanitaire quand une décision est envisagée pour faire travailler collectivement ces experts de l'organisation sanitaire, du médico-social, du social, sur les enjeux à court, moyen et long terme. Vous avez la chance d'avoir dans ces instances, au fond, il n'y a pas d'autre lieu qui existe où il y a tant de diversité sur les enjeux de santé. Donc pourquoi ne pas les avoir utilisées? Pourquoi ne pas les utiliser à l'avenir? Je pense qu'elles sont indispensables au moment d'une crise, surtout que, j'allais dire, on peut les actionner, elles sont là. Deuxième point, c'est, vous l'avez entendu hier, le gouvernement et l'administration ont posé la stratégie sans travailler en même temps les contraintes de la mise en œuvre. Les critiques du sociologue Bergeron sur ce point sont importantes. Il souligne une appétence pour la première, la stratégie, et puis un délaissement pour la seconde, la mise en œuvre. Délaissement de la mise en œuvre, renforcé par le fait que, vous l'avez dit en plein, j'allais dire, la sécurité sanitaire, c'est une mission régalienne de l'État, ce qui le pousse à penser son action comme un monopole et ne pas savoir déléguer, mais en même temps, on est aussi satisfait qu'il ait cette capacité d'action et effectivement cette force-là. Les politiques, à tous les échelons, peuvent avoir tendance à bypasser les procédures de décision, rendant compliquant la tâche de la mise en œuvre et de savoir à qui il faut reporter, à qui, à quel moment, les enjeux de la temporalité. Il y a l'absence d'habitude du travail collaboratif, coopératif quand même, au sens réel du mot, entre État et les agences de santé, et puis entre agences de santé régionales et les acteurs de politique locaux. De manière générale, on ne sait pas toujours, c'est-à-dire comment révéler, comment faire travailler ensemble ces acteurs qui viennent de milieux très différents. Ce n'est pas forcément simple, avec des cultures différentes. Il existe des méthodologies d'action. Et je pense qu'après ce temps de crise, il faut travailler sur les méthodologies et sur les savoirs de la coopération. Il existe plein d'ouvrages, plein d'actions, plein d'experts sur ces domaines-là. Il faut aujourd'hui les intégrer dans les agences pour pouvoir le faire. Et puis, la sécurité sanitaire, durant cette période, a été pensée pour les gens, mais pas avec. Ça fera un point de transition absolument magnifique avec le dernier point. L'action, c'est agir, ça suppose d'intégrer dans toutes les étapes de la stratégie à la mise en œuvre, du début à la fin de la chaîne, ce qui suppose d'intégrer les citoyens et leurs représentants locaux. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, chaque territoire connaît les problèmes de santé de sa population, chaque commune, ville ou agglomération analyse les besoins de sa population en matière de santé, en s'appuyant sur une participation citoyenne locale, des groupes de parole, des associations de quartier, des conseils locaux, et une mobilisation associative plus ciblée sur une population d'intérêt. Alors ça, évidemment, je parle dans les meilleurs cas, mais en tout cas, elles sont en capacité d'identifier les acteurs et de les mobiliser à un moment clé. Donc, ça leur permet, à partir d'outils diagnostiques, de géolocalisation des atouts et des faiblesses en santé sur son territoire. Évidemment, les ORS peuvent mobiliser aussi cette cartographie, s'appuyer sur les dispositifs existants, les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, et puis avoir un débat sur les problèmes existants au niveau local, identifier les potentielles controverses et croiser les savoirs en s'appuyant sur les ressources locales, les soins primaires locaux, etc. Parce que c'est à partir de ces points d'accroche, de nœuds aussi, qu'on peut identifier et comment, faire en sorte qu'il y ait des actions ponctuelles d'information plus ciblées en cas justement de controverses et d'enjeux. Puis le troisième point, ça ne va pas vous surprendre, l'absence de recours aux personnes directement concernées, des représentants des usagers, des patients experts, des associations de patients, des citoyens qui souhaitent s'engager sur ces questions, car il n'y a pas aujourd'hui de culture de l'État et des ARS au travail coopératif avec la population. Ça a été un manque majeur pendant la crise. Or, les citoyens et les patients, ils ont changé. L'évolution épidémiologique des maladies chroniques, en conséquence, le nombre des personnes concernées directement et des proches a énormément augmenté. Les usages d'Internet se démocratisent, on le voit de manière négative, il y a aussi des aspects positifs. Ce sont des sources d'information. Il y a des applications aujourd'hui qui existent, qui sont liées au diagnostic, par exemple. Les patients sont confrontés aussi à l'enjeu diagnostic. Donc, ils sont de plus en plus enclins à mobiliser des savoir-faire, en plus par le fait ils ont une capacité de mobiliser leur propre expérience, et je vais y venir tout de suite parce qu'il me reste 45 secondes. Donc il y a eu une méconnaissance et une socialisation avec des acteurs issus de la société civile. Donc l'action, l'intégration des mouvements citoyens, il a une vertu. Notamment, c'est une vertu sociétale et démocratique. Ça permet aussi une acculturation à la difficulté
de la décision publique et un partage des expériences des patients et des proches et des savoirs tirés de leur expérience. Ainsi, durant la crise, des usagers, citoyens du système de santé auraient pu apporter leur contribution et n'ont pas été mobilisés. C'est les personnes qui connaissaient l'isolement, les personnes immunodéprimées, qui avaient eu une contamination par le VIH ou qui ont dû faire face à la crainte de contaminer les autres. Ça doit vous rappeler tous quelque chose sur cet aspect-là. Qui ont, hop, j'ai éteint mon petit machin, il me reste 20 secondes, j'ai fini quasiment, qui ont accompagné, donc qui ont contaminé les autres. Ceux qui ont accompagné des personnes isolées, en situation de handicap ou âgées, en situation de précarité. Toutes ces nombreuses personnes auraient non seulement pu améliorer la communication institutionnelle, mais aussi apporter des solutions justes et adaptées à la population en général, et en particulier aux personnes âgées. On s'est coupé d'un savoir expérientiel indispensable. Comme je répète, les modes de travail collaboratifs entre soignants et patients et décideurs existent, il faut pouvoir les utiliser. Je termine là-dessus. Ne pas avoir mobilisé ces compétences complémentaires a eu des conséquences, notamment en termes de non-recours aux soins de ville de la population, pour atteindre les personnes précaires et faciliter la compréhension des messages de santé publique, sur l'accompagnement des personnes âgées dans les EHPAD, en particulier dans le maintien des liens familiaux, et puis sur le travail et les enjeux éthiques liés à la sélection des patients, liés aux urgences dans le cadre du Covid. Merci à vous. Merci Thomas Sagnier. Et donc je vais maintenant céder la parole à Valérie Ride, qui est donc directeur de recherche en santé publique au CEPED, à l'Institut Recherche et Développement, et qui est affectée à l'Institut Santé et Développement du Sénégal. Et je pense pour compléter certainement l'efficacité de la transmission entre ces différentes sphères qui vient d'être proposée. Et donc vous avez un certain nombre d'éléments de plaidoyer à nous proposer. Merci. Alors bonjour tout le monde. Je vais aborder le problème sur deux questionnements. Le premier, c'est celui de quelles connaissances parle-t-on, et le deuxième sur les enjeux d'utilisation des connaissances. Bon, je n'ai pas l'érudition philosophique pour commencer par Nietzsche, mais je commencerai par une romancière nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, qui est très très célèbre en littérature, mais qui, il y a une dizaine d'années, nous avait fait une conférence TED très intéressante sur la question de l'histoire unique, de single story, disait-elle. Et je la cite, elle disait que ces histoires uniques créent des stéréotypes, et le problème n'est pas qu'ils soient faux, mais qu'ils soient incomplets. Ils font en sorte qu'une histoire devienne la seule histoire. Et je pense qu'en santé publique, sur les enjeux de connaissances, on a un vrai problème de diversité. Alors quand je parle de diversité, c'est de diversité des connaissances. Je pourrais aussi parler de diversité des gens qui sont sur le panel, par exemple. On voit très bien qu'on a un vrai problème de diversité. Et il y a un vrai besoin de travailler sur ces enjeux-là en santé publique. Et la diversité, c'est la base de la recherche, évidemment, c'est mon métier. Des journalistes qui doivent aller chercher une diversité de sources avant de pouvoir produire des connaissances. Donc on a un vrai besoin, il y a un enjeu important sur ces questions de diversité d'âge, diversité de culture, d'origine. Et il faut aussi réfléchir à la manière dont on peut changer les choses. On a vu hier une conférence de santé publique qui démarre par 2 experts de sciences sociales. Ce qui est formidable, ce qui est très très rare, mais il ne faudrait pas que ça devienne un leurre en fait. Et il y a un prétexte on a donné la parole à des gens de sciences sociales, tout va bien, et puis on continue en fait. Et puis ces questions de sciences sociales, ça fait 20 ans qu'on entend ça, mais ça fait 20 ans que rien ne change sur ces enjeux de donner plus de diversité disciplinaire dans la santé publique. Je ne sais pas si vous savez, mais pour être prof d'université en France, en santé publique, vous avez intérêt d'être médecin, sinon vous n'y arrivez jamais. Et il y a un vrai défi sur ces questions-là, c'est un des rares pays du monde où on est encore dans ce système assez ancien qu'il faut bousculer, et il faudrait vraiment qu'il y ait une réforme là-dessus. Alors, on pourrait parler de refondation de santé publique, mais quand on donne à des experts 3 mois pour réfléchir à la refondation de la santé publique, ou comme on l'a appris hier, qu'il fallait qu'on donnait 4 mois pour faire une analyse de 20 ans de démocratie sanitaire, on se demande si vraiment on est capable d'aller au fond des choses en si peu de temps sur des changements très importants. Et ça, c'est essentiel quand vous regardez le monde de la recherche, la distribution de l'argent
en santé publique est très exceptionnelle par rapport au biomédical. Quand vous voyez l'académie de l'OMS qui est en train d'être créée en France avec de l'argent français à Lyon, où on est encore sur cette ancienne santé publique très biomédicale avec peu de diversité disciplinaire. Voilà, donc ça c'était mon topo sur la diversité. Et puis le corollaire de cet enjeu de diversité, c'est aussi la question du cumul des mandats. On a discuté souvent et depuis très longtemps en France et ailleurs en critiquant les politiciens qui cumulaient les mandats. Il y a eu des lois pour éviter ça, mais quand vous regardez toutes les instances de santé publique en France, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes personnes qui sont toujours dans ces instances et qui depuis 20 ans circulent d'une instance à l'autre et qui continuent d'être dans ces enjeux. Et il y a une vraie discussion qu'on devrait avoir collectivement sur comment on donne plus de diversité, plus de place à la diversité dans ces instances pour ouvrir les débats. Et je pense évidemment aux jeunes et aux plus jeunes que moi, mais il n'y a pas que l'âge qui rentre en ligne de compte. Donc ça, c'était la question de la diversité et de la diversité autour des connaissances. J'aimerais maintenant aborder plutôt la question des enjeux de l'utilisation de la connaissance et des défis autour de ça. Alors au Québec, ils ont une expression classique qui s'appelle les deux solitudes, entre le monde anglophone et le monde francophone. Dans le domaine scientifique, Weber a depuis très longtemps expliqué la différence qu'il y avait entre les savants et le politique. Et ces deux mondes-là sont très très distanciés et depuis très très longtemps en fait. Et on a un vrai besoin de changer les choses et ce qu'on appelle la science de l'utilisation de la science commence à avoir des données scientifiques, des données probantes sur ce qu'il faudrait faire et comment le faire. Alors évidemment, l'une des premières solutions que la recherche montre, c'est que des processus de recherche-action, de recherche participative, comme le collègue de la RSE le disait, sont centraux pour faire en sorte que la recherche soit plus utilisée. Mais des gens qui font de la recherche-action, de la recherche participative, vous en comptez sur les doigts de la main. Et pour ces personnes-là qui veulent faire de la recherche, c'est très difficile d'avoir des financements publics, puisque c'est assez difficile de demander de l'argent à des bailleurs de fonds en disant, écoutez, je ne sais pas sur quoi je vais travailler, mais je vais travailler avec les gens, puis on va travailler ensemble, puis on va décider sur quoi on va faire. Personne ne veut financer des protocoles comme ça, et ça met du temps, ça met beaucoup d'énergie, et un processus de recherche-action, vous allez peut-être avoir un article en 5 ans, et vous savez très bien comment le monde de la science fonctionne, et plus vous en avez, mieux c'est, et puis quand vous avez plein de préprints, c'est encore meilleur. Donc il y a un vrai défi sur cette question de changer les modes de production de la recherche et d'être capable de valoriser les processus de recherche-action participative et de dire que la recherche-action participative, c'est de la science, comme dans un labo avec des microscopes. Les gens qui sont sur le terrain et qui travaillent avec les acteurs concernés par le problème font aussi de la recherche. Le deuxième point que la recherche sur l'utilisation de la science met en avant, c'est le besoin d'avoir des personnes à l'intermédiation de ces mondes. Ça a été pas encore abordé et je vais essayer d'être un peu innovant puisque je passe le dernier, c'est jamais facile, mais c'est la question de la médiation. On voit dans la conférence, il y a plusieurs papiers sur la question de la médiation en santé, de l'aller vers, on en parle de plus en plus, mais il y a un nouveau métier qui se développe et qui devrait se développer, c'est la médiation scientifique. Et qui n'est pas juste l'aller vers, mais c'est d'aller entre. Et la médiation scientifique, ce n'est pas de la vulgarisation scientifique, c'est vraiment d'être capable de créer un métier. Alors, dans le vocabulaire de ce domaine, on appelle ça du courtage de connaissances, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de l'intermédiation entre d'un côté le monde de la recherche et de l'autre côté le monde de la prise de décision ou de l'action. Et ces deux mondes qui ne se parlent pas toujours forcément et qui ont des langages complètement différents, des temporalités complètement différentes, on l'a dit, des formations complètement différentes également. Vous voyez, tous les gens qui sont dans les hautes directions de l'administration publique ont très peu de formation à la science, mais en même temps, les scientifiques ont très peu de connaissances de la manière dont les prises de décision se font et rêvent parfois que leur petit papier dans la grande revue du Lancet va changer les choses, mais c'est un peu plus compliqué que ça, et ils ne savent pas comment les décisions se prennent. Et en même temps, toutes les écoles doctorales, notamment santé publique, vont former les gens de manière très importante sur les enjeux de méthode, mais ces enjeux de comment je fais en sorte que mes connaissances soient utiles et utilisées par les acteurs de la santé publique. Il n'y a quasiment pas de cours et pas de formation sur ces enjeux-là. Il y a un vrai besoin de développer ces questions-là. Donc ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même crédibilité aussi, puis ils n'ont évidemment pas le même talent entre les gens et la manière de le faire.
Et l'un des défis qu'on a aussi dans ces deux mondes, c'est que plus vous montez dans les hauteurs des sphères universitaires ou administratives, plus les niveaux d'ego sont démesurés, plus les gens n'arrivent pas à se parler. Et il faut peut-être réfléchir à ces questions de comment on est capable de créer ce type de nouveau métier, je dirais, de cette nouvelle formation de courtage en connaissances, en notamment formant et en créant des diplômes et formant des gens à ces questions-là, y compris les chercheurs, mais de créer des métiers spécifiques à l'intermédiation. Il y a eu des tests, il y a certaines IRESP, si j'ai bien compris, qui ont essayé dans quelques régions de le faire, mais en bricolant avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas suffisamment ni d'énergie, ni d'argent qui sont poussés par rapport au financement des hôpitaux. Donc il y a un peu de besoin. Il y a eu des initiatives nationales. J'ai entendu parler de Inspiridé, qui a eu beaucoup de difficultés aussi, pour de multiples raisons, et je n'entrerai pas dans les détails des défis individuels et de pouvoir pour que ça puisse avancer. Donc il y a un vrai besoin autour de ces enjeux de poursuivre le travail, de tester, d'innover et d'avoir un vrai leadership autour de ces questions-là. Et évidemment, d'avoir de l'argent et des budgets pour que ça puisse fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas avec l'esprit du temps. Voilà mes 2 points. Bon, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'on a eu des interventions très riches, dont on ne peut pas tout synthétiser, sûrement pas, et on va vite vous passer la parole. Si vous voulez poser une question, faire un commentaire, réagir, voilà, je vois quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il fallait se mettre près du micro. Il y a 2 micros qui sont en bas sur le petit palier avant les premiers rangs. Donc, mettez-vous et puis on essaiera de vous passer la parole assez rapidement. Et merci d'être un petit peu bref, on a pris un petit peu de retard. Merci beaucoup. Alors, à ma droite. Bien, merci beaucoup. Rachid Salmi, ISPED à Bordeaux. Et merci, c'était effectivement très très riche, très complémentaire. Donc la diversité que demande Valérie, on l'a vu ici dans les propos. Et je voudrais souligner l'importance de ce qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, c'est la nécessité d'une approche plurielle, coopérative, avec cette diversité de compétences. Il me semble malgré tout qu'il y a 2 mots-clés très importants qui n'ont pas été cités. C'est premièrement la nécessité de la lecture critique des connaissances pour faire le tri, pour vraiment en faire ressortir qu'est-ce qui relève de l'insuffisance quantitative, qu'est-ce qui relève de l'insuffisance qualitative. Et de manière plus générale, des méthodes, la formalisation des méthodes dans tout ce processus qui a été décrit par plusieurs d'entre vous. Ça, c'est le premier mot-clé, la lecture critique. Et le deuxième mot-clé qui m'a manqué, c'est l'évaluation de l'effet des décisions passées. Valérie Ride est très compétent en évaluation et il a abordé d'autres points, mais je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Donc la lecture critique, l'évaluation, je pense qu'il faut aussi travailler sur le défaut de culture qui est quand même assez important, que ce soit dans la population, dans les médias et chez les décideurs. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou compléter peut-être après? Oui, Jean-Claude Henrard, ex-prof de santé publique et rédacteur de la revue Santé publique. Alors, je voudrais faire quelques commentaires et quelques questionnements. Premier commentaire, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'agir, mais on n'a pas beaucoup parlé des acteurs, à part Thomas Sanier. Moi, je vois qu'à cette table ronde, il n'y a pas un représentant des praticiens de santé publique. Parce que entre la décision et le résultat de la décision, il y a des acteurs. Et ces acteurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Et tout le problème, finalement, du succès, enfin pas tout le problème, mais un des problèmes de succès des décisions, c'est la logistique. C'est les acteurs qui sont chargés de la mettre en œuvre. On n'en a pas beaucoup parlé. Et j'aurais tendance à penser qu'en fait, il faut souvent des médiateurs. Je suis très sensible à cette idée de médiateur, mais pas seulement des médiateurs entre science et décideurs, mais aussi entre décideurs et cibles de l'action.
hein, c'est-à-dire des co-acteurs avec les citoyens. Et il y a une dernière interrogation, c'est que on n'a pas beaucoup parlé d'obstacles à la réalisation de la décision. Et ces obstacles, ils sont de 3 ordres. Premièrement, culturels. On le voit bien, par exemple, avec la vaccination. Il y a des gens qui, culturellement, ont des difficultés à accepter la vaccination, par exemple. Deuxièmement, ils sont d'ordre structurel. Et on peut faire confiance à la France pour multiplier les structures qui ne travaillent pas en horizontalité. Et troisièmement, ils sont d'ordre organisationnel. Et ça revient au point de départ, c'est-à-dire que les experts que vous êtes tout à fait remarquables, mais vous êtes rarement chargés de mettre en œuvre les résultats de votre expertise. Voilà. Une question derrière, oui. Je n'arrive pas à remettre ce machin là. J'y vais, oui. Oui, allez-y, allez-y. François Berdugo, Société française de santé publique. J'ai 3 questions. Une pour Mathieu Schuller et Geneviève Chêne pour savoir qu'est-ce qu'il en est de la réflexion des agences sur ce qu'on appelle les sciences participatives, notamment la participation des populations à l'épidémiologie. Il y a des expériences qui existent. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la table, notamment en région, du côté des CIR, mais plus globalement que ça? Et deux questions pour Jean-Jacques Coiplet. Un, du côté des DG d'ARS, est-ce qu'il y a une réflexion sur la place des CRSA dans la décision, la mise en œuvre des interventions, etc., c'est-à-dire d'une façon concrète, réelle, au-delà d'un partage qu'on voit souvent entre CRSA, démocratie en santé, déconnecté des interventions et des politiques. Et un deuxième enjeu sur... Je vais le retrouver. Oui, le courtage de connaissances. Pareil, parmi les DG des ARS que vous représentez aujourd'hui, c'est une lourde charge. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu sur le financement, la création de fonctions spécifiquement dédiées ou d'instances, d'espaces de courtage de connaissances? Voilà, je vous remercie. On peut peut-être commencer à proposer des réponses ou des réactions. Vous avez été interpellés les uns et les autres, mais vous pouvez, je pense, répondre collectivement. Alors, Thomas Sanier. Non, mais oui, juste pour que, sur une réponse, je ne suis pas sûr qu'elle soit la plus simple, mais sur ce qu'a dit Jean-Claude Henrard sur, au fond, le lien entre ce qui est imaginé et puis les populations. Alors, il y a l'évocation des... alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au fond, c'est d'acteurs locaux. L'idée, c'est des réinformateurs locaux. Ce n'est pas le bon terme, mais au fond, qui seraient soit des bénévoles, soit salariés au moment où les actions sont nécessaires, promoteurs d'outils d'information, réinformation auprès de leur communauté, en proximité directe ou locale. Une sorte de micro-influenceurs qui pourraient être attachés à un service de santé local, un cabinet de médecine, une pharmacie, sur le lieu de travail, les écoles, en développant des initiatives justement sur l'enjeu de l'information locale et au fond expliciter et inviter les acteurs au fond à travailler des décisions qui sont proposées. Alors ça suppose évidemment des programmes, ça suppose des formations, mais ça a existé en particulier sur le Covid, sur la capacité justement d'informer au plus proche des communautés, voilà. Et puis j'ajoute que les associations de patients, elles ont aussi joué ce rôle face à des documents, face à des informations extrêmement générales par le gouvernement, par les acteurs de santé publique, qui ont contextualisé dans les pathologies qui concernent les gens qui étaient potentiellement à risque, et en particulier, je pense aux maladies rares, dans lesquelles il y avait des gouvernances patients professionnels de santé qui existaient à l'avance et qui ont été mobilisés en temps de crise et qui ont travaillé ensemble pour contextualiser des messages extrêmement précis auprès de leur communauté et de manière beaucoup plus active et avec un langage, des habitudes, une culture qui répondait, j'allais dire, aux interrogations des communautés d'intérêt, des populations d'intérêt. Voilà, donc l'idée de ces informateurs locaux plus précis, peut-être un moyen de faire le lien dont Jean-Claude Henrard appelait de ses voeux. Dans d'autres cultures, dans d'autres temps, dans d'autres endroits, on avait appelé ça des relais communautaires. Ça pourrait ressembler à ça. Sur la lecture critique et l'évaluation.
Oui, donc merci beaucoup pour les questions et pour la discussion. Moi, j'entends bien qu'effectivement, d'ailleurs, je vais le dire de manière un peu provocatrice, s'il y a une femme sur 5 hommes dans la table ronde, effectivement, il y a peut-être un sujet de diversité de ce point de vue-là déjà, mais c'est ainsi, alors que d'ailleurs la santé publique, c'est un métier très féminin par ailleurs, et sans doute parmi les praticiens de santé publique, donc on prend le point. Je ne pense pas que ce soit parce que le débat à un moment donné n'est pas parfait ou aussi parfaitement organisé qu'on le souhaiterait, que ça en dénigre le contenu de fait. Donc c'est une manière d'avancer et d'ailleurs je retiens le point très important sur les récits. Et en effet, chacun a son récit de cette crise, par exemple, et le fait savoir. Et tant mieux, il n'y a pas qu'un récit officiel, je ne crois pas. Moi, j'en ai entendu beaucoup. Et j'ai largement, ou en tous les cas à l'agence, on a largement pu partager le nôtre. Et comme le dit Jean-Jacques Coiplet, à la fois dans des situations d'extrême pression de travail, d'extrême pression judiciaire, et ça c'est aussi un point, on pourrait aussi mettre ce point-là dans la discussion, ce qui crée forcément dans les récits des contenus qui sont éventuellement différents. Mais au-delà, je vais répondre à 2 questions. Donc ou en tous les cas apporter des éléments. Sur la lecture critique des connaissances, et je sais à quel point Rachid non seulement a contribué, mais a formé des générations entières, et dont la mienne d'ailleurs, et je l'en remercie encore. C'est le boulot effectivement des expertises et de les intégrer. Et je pense avoir fait allusion à ce point mais ça n'est pas pour dire que je l'ai traité, pas du tout, et tu as raison Rachid de soulever ce point. C'est d'autant plus crucial que la masse d'informations est considérable, c'est d'autant plus crucial que pendant cette crise que l'on a vécue, parfois c'était pas seulement un manque de connaissances, c'était trop de connaissances et surtout une très grande difficulté à en faire la synthèse et l'appréciation de la qualité. Ce d'autant qu'effectivement, toutes les connaissances sont mises en ligne avant d'être complètement évaluées ou dans des conditions extrêmement rapides et sans doute insuffisantes, voire même sur Twitter avant que de pouvoir vérifier que les données sont utiles ou importantes. Donc c'est absolument crucial de se tenir à des méthodes. Mais il y a des moments où lever l'incertitude, c'est du matin au soir. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les meilleures connaissances et donc il faut avoir la capacité à se mobiliser sur le front, en première ligne, et en même temps organiser cette synthèse des connaissances. Et là, il y a des outils, au-delà même de la prédiction, des outils, des organisations absolument cruciales qui peuvent faire appel au courtage des connaissances, mais qui existent déjà. Il y a une charte de l'expertise, une organisation de l'expertise scientifique et de l'expertise en général qui existe déjà en France. Donc parfois on l'a oubliée, mais elle est importante. Ensuite, l'évaluation, là aussi on peut en parler dans une situation, et on a pu nous-mêmes publier l'évaluation de l'impact d'un certain nombre de mesures. C'est publié, c'est rendu public. Je reviens sur le point essentiel de démocratie sanitaire. On ne peut pas tout faire, et une agence, et ni personne ne peut tout faire. Et on ne doit pas tout faire non plus. Et effectivement, l'important, c'est néanmoins que l'ensemble des éléments que l'on produit puissent être mis dans la sphère publique, expliqués, décryptés. Je pense qu'on a fait des progrès au cours de cette crise et qu'il faut en tenir compte. On n'est sans doute pas encore, on n'y est pas encore, sans doute. Et je dis un point, et je vais faire le lien avec la science participative. Moi, ce que je ne comprends pas, et c'est une question, si je peux me permettre d'en poser une, je suis entièrement d'accord que l'ensemble des citoyens doit pouvoir faire partie ou comprendre les décisions qui s'appliquent à eux. Je pense l'avoir dit en introduction. La question, c'est comment faire et comment l'améliorer. Donc, il faut avancer concrètement là-dessus, bien entendu. Et en même temps, je ne comprends pas que les leviers de la démocratie sanitaire ne puissent pas eux-mêmes s'imposer.
d'une manière, je vous fais plaisir sans doute en disant ça, mais c'est ça qu'il faut pouvoir obtenir. Ils n'ont pas besoin de demander la permission de participer ou de contribuer au débat collectif des décisions. Donc, et je termine sur ce que l'on fait à l'agence, donc avec un exemple qu'a évoqué Mathieu Schuller, ou deux exemples. Pendant la crise et toujours en cours, on a un dispositif qui s'appelle mobilisation des connaissances, qui est une autre manière de faire la médiation scientifique avec l'ensemble des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur des domaines, les domaines en question. Donc pour le coup, c'est Covid-19. Évidemment, donc l'ensemble de ce travail de mobilisation des connaissances, il donne un cadre pour travailler aussi avec les acteurs locaux, les représentants des patients. Et nous, notre sujet, c'est comment, pour les plus précaires, on améliore les stratégies de dépistage et comment, donc ça c'est un travail qui est terminé et publié, et comment on améliore aujourd'hui justement le aller vers, le ramener vers la vaccination. Avec l'ensemble des élus aussi. C'est un des exemples. Et l'autre exemple, c'est pour Lubrizol, effectivement. On a mis en place une démarche de recherche participative. Alors, ce n'est pas au sens où Valérie Reid l'entend, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, mais à partir d'une question, parce qu'on est une agence sanitaire, donc nous, on raisonne à partir d'une question, et comment on met en place, on a mis en place avec Marcel Calvez, qui a beaucoup décrit la théorie de cette démarche, et qui nous a beaucoup accompagnés dans cette démarche, avec en effet l'ensemble des parties prenantes, la construction des études qui s'adressent à eux, mais aussi la restitution en premier à eux et le débat avec eux de ces données et des données qui les concernent eux-mêmes. Donc je ne dis pas que cette démarche soit aboutie, il faut être extrêmement humble, mais en tous les cas, voilà des démarches qui existent déjà. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui soit fait, il y a des démarches qui existent, elles ne sont sans doute ni suffisamment connues, ni suffisamment généralisées, mais elles sont un point de départ, ou en tous les cas, des éléments concrets qui permettent aussi de dire que voilà ce qui est fait, voilà ce qu'on peut évaluer à un moment donné. Peut-être avant que M. Coiplet complète, Thomas Sagnier et puis M. Schuller. Alors, Thomas Sagnier, allez-y. Mais juste sur cet aspect, mais pourquoi est-ce qu'au fond, ça ne vient pas passer? Il y a un enjeu. Déjà, en France, il y a une vision extrêmement naïve de la loi, qu'il suffirait de l'avoir prononcée dans le droit positif pour qu'elle s'applique et que tous les reins et tous les cœurs, mais ça vient de 1789, je n'ai rien contre 1789, au contraire, mais au fond de l'esprit des Lumières, au fond qui dit qu'au fond, il suffit de déclarer, tout le monde va être convaincu, aux lois suprêmes, etc. Oui, sauf qu'en fait, il y a un enjeu de praticabilité et de mise en œuvre, et puis Valérie Reid l'a dit, quoi, il y a quand même une perception de la contribution en matière de recherche, en matière de travail, de réflexion sur les enjeux et sur les mises en œuvre. Il y a une manière de voir, au fond, ce qui n'est pas de l'ordre, en dehors du monde universitaire ou des, j'allais dire, des profanes ou des usagers. Il y a une manière de considérer tous ces acteurs de manière un peu... oui, on dit souvent le point de vue des usagers, quoi, comme si ce n'était qu'un point de vue extérieur et qui ne pouvait pas contribuer, j'allais dire, à la décision, Or, ce point essentiel. Vous avez dit, oui, je suis d'accord avec vous, mais en fait, je suis d'accord avec vous qu'il y a des actions qui sont menées, mais en fait, elles ne sont pas structurantes fondamentalement, quoi. À mon avis, elles ne sont pas structurantes de l'action, en l'occurrence, de ces agences. Ce que je veux dire par là, je ne dis pas que tout doit passer par les acteurs associatifs, etc. Mais en particulier, si on se dit, au fond, on n'a pas réussi à travailler, si on n'a pas réussi à travailler avec la population, on se rend bien compte qu'il y a une partie de la population qui pense qu'elle n'a pas besoin du vaccin, qu'elle peut dire que certaines positions en matière sur le vaccin ou sur des traitements alternatifs sont valables, etc. C'est aussi parce que, j'allais dire, il n'y a pas de pensée collective et on n'admet pas, au fond, à la table tous les acteurs que j'ai cités.
Et je pense que c'est un enjeu qui est majeur en termes de capacité à rendre la décision plus contributive, d'englober plus de monde dans la décision et qu'il serve à nouveau, et qu'il puisse servir d'un relais dans les communautés. Dernier point sur l'aspect judiciaire, c'est toujours vécu dramatiquement par tout le monde. Je rappelle quand même que le judiciaire, c'est quand même un pouvoir. Alors, en France, c'est à mesurer, mais c'est un pouvoir à côté du législatif et de l'exécutif. Ça fait partie de la démocratie, le judiciaire. Il faut l'accepter comme tel. S'il n'est pas considéré... Alors, je sais que c'est extrêmement gênant pour les gens qui sont éventuellement poursuivis, mis en examen, etc. Mais c'est une réalité. Voilà. Ça fait partie... alors, je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Mais ça fait partie de la démocratie, le pouvoir judiciaire. Voilà. Jean-Yves Coiplet, vous vouliez compléter au niveau régional? En réponse, oui, la dimension évaluative, on l'a développée un peu plus, vous avez raison. Quand j'ai dit tout à l'heure, parfois on agit sans avoir toujours ceinture et bretelles, ça ne veut pas dire qu'on enlève cette importance de l'évaluation, mais la crise nous a appris qu'il fallait, dans certaines situations, agir vite, sans avoir tous les critères. Mais évidemment, intrinsèquement, on n'agit pas sans avoir, à minima, essayer de déterminer l'impact de notre politique. Praticien de santé publique, cher professeur, moi ça me donne envie de revenir vous voir parce que j'ai eu l'impression que j'ai essayé de développer ce que c'est, et pas seulement un DG d'ARS, mais aussi ses équipes, parce que dans une ARS comme celle des Pays de Loire, il y a 450 agents que je considère comme des agents et des praticiens de santé publique. Des ingénieurs, des médecins, des infirmiers, des techniciens, bref, qui ont une vraie compétence en santé publique à distinguer de la prévention. Là, je parle bien de la santé publique au sens noble du terme. Sur la démocratie sanitaire, Thomas, moi, je vous invite quand même à venir dans nos territoires, franchement. Parce que autant je peux entendre qu'on a encore beaucoup de progrès, et je l'ai dit, sur liés, décideurs, scientifiques et citoyens. Mais enfin, je peux témoigner, et ce n'est pas que dans les Pays de Loire, que cette dynamique qui n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, le risque serait de dire on fait un plan et on demande l'avis, et ma foi, les citoyens donneront l'avis qu'ils veulent, on agit quand même. Je me permets de dire que dans beaucoup de territoires, et celui que je représente en fait partie, d'abord, on a quand même la chance, et on est un des seuls modèles dans notre ministère de la Santé, donc il faut quand même le valoriser, d'avoir une instance de ce type, de démocratie sanitaire, que ce soit la CRSA et les CTS. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres modèles qui bénéficient d'un tel parlement citoyen et de démocratie participative. Et puis, je vous assure, Thomas, je vous invite à venir rencontrer des acteurs en territoire. Ça fait bien longtemps qu'on a dépassé cette dualité, qui serait une forme de... On se regarde là en chien de faïence et on n'agit pas ensemble. Le projet régional de santé des Pays de Loire a été co-construit entre CRSA et ARS et ses partenaires. On n'a pas, je répète, on fait un document et on demande l'avis. Il a été co-construit concrètement. Eh bien, les acteurs se sont mis autour de la table pour élaborer ce projet régional de santé. Alors, pendant la crise, là où vous avez raison, Thomas, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu très certainement une première partie qu'on a un peu tous qualifiée de sidération, des institutions, des citoyens, des instances de démocratie sanitaire où, face à un phénomène d'une telle ampleur, peut-être n'avons su collectivement, parce que, comme le dit très justement Geneviève Chêne, rien n'empêche évidemment les instances de démocratie sanitaire de se saisir de tout sujet et d'être force de proposition. Mais cette première partie a été effectivement collectivement peut-être une période où il faut d'abord agir, et est-ce qu'on a tous bien agi ? Mais, et ça révèle peut-être aussi le fait qu'en santé publique, il n'y a pas un temps normal et au bout du couloir la crise, il y a la crise qui est intrinsèquement partie prenante du parcours de santé et de vie. Je pense que la crise, elle n'est pas à un moment donné, on agit quand on y pense, et effectivement, ça révèle collectivement peut-être un déficit de culture de santé publique et de prévention dans notre pays. Mais je pense que passer cette période de sidération, et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je ne dis pas que tout a été réussi, mais globalement, et de plus en plus, démocratie sanitaire, décideurs, élus, acteurs ont su quand même agir et bien réagir, et y compris en étant plaidoyer et force de proposition. Très concrètement, dans notre région, les 2 présidents de CRSA de Bretagne et de Pays de Loire, dès le mois de avril ou mai 2020, ont fait des propositions.
et c'était extrêmement précieux. Voilà, donc je me permets de dire que il faut être attentif. Et puis après, sur le courtage des connaissances, c'est une très très bonne question. Donc évidemment, il y a tout le travail au quotidien que nous faisons avec les agences nationales, leurs représentants et l'ARS. Et puis, même si mon collègue de gauche ou de droite, vous qui regardez, estime que parfois c'est un peu bricolé en termes de financement, mais quand même, je trouve que de plus en plus se mettent en place des dispositifs régionaux. En tout cas, nous, on en a un commun aussi avec la Bretagne, qui s'appelle le DIRES, qui est co-construit avec l'École nationale de la santé publique, l'ARS de Bretagne et de Pays de Loire, qui vise justement à développer dans notre région, avec des chercheurs, des experts, mais aussi des praticiens, des actions très concrètes de recherche-action sur les modalités de bien agir en prévention contre le radon, sur le contrat local de santé, outils de prévention ou élargi, sur la qualité de vie au travail dans les EHPAD. Et donc, c'est extrêmement précieux parce que là, pour le coup, ça nous permet d'avoir des connaissances stabilisées, argumentées et nous éclaire dans la décision. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on a tout un chantier de structuration régionale et nationale à construire et préserver, et très certainement avec des crédits encore améliorés. Alors, désolé, on va être très censeur. On va vous donner peut-être 30 secondes pour poser une question. Parce que et Mathieu Schuller aussi voulait réagir. Oui, donc je suis Héloïse Lecoq, médecin inspecteur de santé publique à l'ARS Hauts-de-France. Mais là, je souhaitais m'exprimer en tant que médecin de santé publique et citoyenne. Alors, merci beaucoup pour les 2 séances plénières, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, avec des interventions très, très enrichissantes et très justes. Et je voudrais seulement dire que la crise n'est pas finie. Là, on a le dispositif du pass sanitaire. Et pourquoi ne pas appliquer tous les principes que nous avons cités à ce dispositif, à savoir prendre en compte l'avis des usagers, des populations, prendre en compte la dimension éthique, donner davantage de dimension aux sciences humaines et sociales, regarder l'application et l'acceptabilité, parce que quelque chose qui n'est pas appliqué partout de la même manière, forcément, si ce n'est pas appliqué, c'est acceptable. Je voudrais avoir des précisions sur la démarche d'évaluation. En fait, je trouve que pour ce dispositif, j'ai peut-être pas tout suivi, mais je vois, il me semble qu'il n'y a pas eu forcément d'objectif défini pour ce dispositif. L'objectif est-il atteint ? Est-ce que l'objectif est en termes de couverture vaccinale, en termes de situation épidémiologique, en termes de conséquences sur le système de santé ? Et au sujet de la démocratie, donc en France, je suis interpellée par le processus démocratique de l'adoption de cette mesure, sachant qu'il y a moins de la moitié des députés qui se sont exprimés sur ce sujet-là. Et je trouve qu'en tant que citoyen, ça doit nous interpeller parce qu'on est dans une démocratie... on est censé être dans une démocratie représentative, donc avant déjà de penser à la démocratie participative, etc. Mais quand on voit qu'il y a moins de la moitié des députés qui s'expriment sur des sujets aussi importants, moi, ça m'interpelle. Je vous remercie. Merci pour cette question. Peut-être Mathieu Schuller. Alors, peut-être pas forcément lié à votre question, et après, on fera intervenir peut-être les uns et les autres. Mathieu Schuller, allez-y. Très rapidement, vu que le temps tourne, donc, mais je ne reviens pas sur méthode et évaluation de la littérature, simplement pour dire à chaque durée son processus de révision. Je suis en train de boucler une expertise amiante et ingestion, 24 mois d'analyse systématique de la littérature, pesée de poids de preuve dans chaque article, double relecture. Ce n'est pas du tout la même chose que le processus que je décrivais tout à l'heure pour la peste porcine africaine. C'est une question de timing. Sur la question de la culture, juste un point. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours collectivement espérer et formuler le vœu que la culture collective progresse en matière de risque. Mais moi, je crois bien plus par rapport à ce qui a été évoqué autour de la table ronde et dans la salle, au fait que de toute façon, il y aura toujours à un moment donné un décalage entre la culture souhaitée et celle qui existe, et que donc on ne peut pas se passer des processus d'intermédiation, d'interaction, de dialogue qui ont été appelés des vœux, parce que quels que soient les investissements de moyen terme qu'on fait, on ne peut pas se passer à un moment donné de refaire l'état de l'art.
Et sinon, je rejoindrais, bien sûr, on se donne assez peu ou pas suffisamment de temps à ce qu'on appelle le REX, le RETEX, le retour d'expérience, parce que c'est très, très important de comprendre qu'à un moment donné, lorsqu'on a décidé, par exemple, que pour lutter contre l'influenza aviaire, la biosécurité, c'était la panacée, mais qu'en pratique, dans les élevages de canards, la biosécurité, c'est pas si simple que de le décréter. Donc oui, et ça nécessite un temps long, parce qu'il y a, c'est le temps et la complexité de la mise en œuvre, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, sur lequel mécaniquement, en tant qu'agence d'évaluation nationale, on a plus de mal à passer du temps, et sur lequel je pense que un des leviers, c'est d'être en cheville plus étroite, notamment avec ceux qui sont sur le terrain, les ARS par exemple, s'agissant du sanitaire. Sciences participatives, je propose à François de faire un échange en aparté, mais on a des actions et elles doivent concerner, ça c'est pour moi un souhait, l'ensemble des métiers de l'agence, vigilance, expertise, parce qu'à chaque métier, finalement, le temps ou les temps importants pour générer ces échanges. Merci Valérie Ride. Oui. Oui, sur l'évaluation, Valérie. Oui, je vais faire un point rapide sur la question de l'évaluation, parce que je pense que c'est important. Et pour moi, l'évaluation, c'est comme la santé publique, en fait. Ce n'est pas une science, c'est un champ de pratique. Et on va utiliser des méthodes de recherche, notamment pour pouvoir analyser et évaluer des interventions. Alors sur ça, plusieurs points. Le premier, c'est qu'évidemment, il n'y a jamais assez d'évaluations et il y en a très peu. Le deuxième, c'est que les rares évaluations qui sont faites sont souvent centrées sur l'efficacité de l'intervention et pas sur les processus ou l'acceptabilité ou l'adaptation au contexte pour comprendre l'efficacité. Troisièmement, c'est que les chercheurs, notamment, qui pourraient participer à des processus d'évaluation ne le font pas parce que ce n'est pas valorisé dans leur cursus académique de travailler avec des acteurs de terrain pour faire ce type de processus. Et puis, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les habilités pour faire de l'évaluation avec les acteurs de terrain et en collaboration avec les gens. Donc il y a encore un besoin également là de changer la perspective, de changer les formations. Il y a encore assez peu de formations de niveau universitaire, de haut niveau universitaire sur les questions d'évaluation. C'est aussi un métier, une expertise. Donc vous avez beaucoup d'experts en évaluation, de cabinets d'évaluation, mais c'est un peu autre chose que de faire de la recherche sur des interventions. Donc le terme à la mode, c'est pas juste résilience, c'est aussi recherche interventionnelle sur la santé des populations. Et la recherche interventionnelle sur la santé des populations n'est quasiment pas financée. C'est à peine 1% de l'ensemble des financements de la recherche dans le domaine de la santé. Et on a besoin de changer la vision que la recherche en santé, ce n'est pas que de la recherche biomédicale avec des essais contrôlés, randomisés, c'est aussi de la recherche sur des interventions avec les intervenants, pour les intervenants. Et que tant qu'on n'aura pas formé les acteurs pour ça, qu'on ne mettra pas de l'argent sur la table pour ça, on n'y arrivera pas. Et oui, j'ai parlé de bricolage, mais c'est en partie du bricolage et il faut certainement, au niveau local, s'assurer qu'il y a cette relation qui est possible et que, par exemple, des universitaires qui vont prendre du temps avec des acteurs de terrain, ils vont, comme je disais tout à l'heure, publier un demi-papier ou faire un livre en français que personne ne va lire. Mais c'est important dans le processus au niveau local et que ça va être utile et que la science, c'est autre chose que le Lancet qui publie parfois un peu n'importe quoi. On va essayer de faire le mot de la fin. Je ne sais pas si c'était celui-là. Donc, écoutez, ce que je vous propose pour ne pas prendre trop de retard, c'est d'abord remercier les intervenants, mais avant de leur donner la possibilité de donner un dernier message. En tout cas, on a bien compris que vous souhaitiez, comme on nous l'a incité hier, désingulariser ce que nous avons vécu et capitaliser, et que vous avez déjà, dans vos instances, réfléchi à encore plus. Donc, je vais donner la parole à Geneviève pour nous dire en un mot un dernier message que vous souhaitiez partager. Dernier message, d'abord merci beaucoup parce que c'est très riche évidemment la discussion. Moi ce que je voudrais dire c'est qu'on n'est plus en janvier, février, mars 2020, ni même on est en octobre 2021. Donc, on peut faire le constat aujourd'hui effectivement d'un certain nombre de limites, de manques, de lacunes, c'est sûr, et on en fera encore pendant très longtemps.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est, en tous les cas, du point de vue d'une agence nationale de santé publique, c'est d'appréhender la santé. La pandémie n'est pas finie, ça c'est évident, et il faut continuer à être extrêmement vigilant, bien entendu. Mais l'enjeu, c'est d'appréhender la santé de manière globale, c'est-à-dire l'ensemble, évidemment, des conséquences de la pandémie, mais aussi des conséquences de la pandémie sur toutes les dimensions de santé. Et pour ça, et je crois que ça a été dit, mais vraiment, il n'y a pas de préjugés, je voudrais le lever. Non, il n'y a pas de vision de qui que ce soit négative ou de préjugés négatifs vis-à-vis dans l'ensemble des acteurs. Je crois que l'ensemble des acteurs, ou en tous les cas, moi je peux parler de mon balcon, si j'ose dire, d'une agence sanitaire, il y a une vraie volonté de travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs dans ce processus de décision et de l'améliorer en continu. Si le VIH, que j'ai beaucoup connu, à un moment donné, a été sans doute énormément, a fait changer beaucoup les choses sur la recherche clinique, eh bien, j'espère beaucoup que le Covid-19 sera aussi déterminant pour beaucoup changer la recherche en santé publique et la recherche interventionnelle et la conscience de l'importance de la santé publique en général. Merci Geneviève. Mathieu Schuller, le mot de la fin, un oui, message. Très rapidement, petit message. Ce qui a illustré tous nos échanges là, c'est que finalement, sur chacun des sujets dont on se saisit et dont on a envie de se saisir collectivement, finalement, les interactions à construire sont nombreuses pour être efficaces depuis l'existence des connaissances, leur interprétation et l'action sur le terrain. Et finalement, ce qui, moi, me frappe, c'est que le nombre et la diversité des sujets qu'on a à traiter au sein de l'agence, si je le multiplie par ce besoin d'interaction, j'arrive juste sur un impossible. Et donc, pour moi, ça amène une question et un challenge collectif, c'est identifions ensemble les sujets sur lesquels ça vaut vraiment le coup de se mobiliser et toute la chaîne depuis l'évaluation jusqu'à l'action. Et à ce moment-là, je pense qu'on fera un progrès collectif parce qu'on progressera à la fois en savoir dialoguer et savoir agir, mais probablement on devra faire pour cela des choix un peu drastiques et de ne pas pouvoir traiter tout en même temps. Voilà. Merci. Monsieur Coiplet. Outre le fait que j'ai particulièrement apprécié de participer à cette table ronde et de pouvoir échanger avec vous, moi j'avais 3 idées simples à vous dire. D'abord, il faut accepter que nous sommes dans un monde complexe et qu'au fond, l'incertitude est de mise. Deuxième message, c'est que quand on est dans la santé publique, vraiment la notion du travail ensemble, que ce soit les scientifiques, les experts, les décideurs et les citoyens, est très certainement une des réponses à préserver et à amplifier. Et puis, troisième message, en perspective, c'est que très certainement la santé et l'éducation sont les leviers les plus importants de la cohésion de notre société. Merci Thomas Sagnier. Moi, j'insisterai sur les méthodologies de coopération, apprendre à travailler ensemble alors qu'on vient de milieux professionnels et qu'on a des savoirs différents, différenciés, complémentaires, que ces méthodologies elles existent, mais elles ne sont pas, je pense, suffisamment mobilisées. La deuxième chose, c'est que les usagers, les patients, de manière générale, ne sont pas des pages blanches. Ils ont construit pendant cette crise des réseaux familiaux, proches, professionnels de santé, associations. Ils ont eu des expériences qui peuvent être transposables pour l'avenir et qui sont pleines d'enseignements et qu'en ce moment, il y a des recherches qui ont cours financées par l'ANR sur ces sujets, justement, sur quel a été le parcours des patients, des personnes concernées par les maladies chroniques pendant le Covid, et que tout ce savoir est assez essentiel pour construire, apprendre de cette crise pour, fondamentalement pouvoir répondre à d'autres qui viendront, on l'espère pas de cette taille, mais qui viendront peut-être, sûrement, me dit-on. Et puis, un des points essentiels, c'est que
il y a un enjeu dont on a au fond assez peu parlé, mais c'est les personnes qui sont peu atteintes, j'allais dire, dans les actions de santé publique. Là, les verts, c'est les personnes en situation de précarité et qui sont touchés par, ils sont accompagnés par les associations de quartier, associations de patients dans leur situation, mais pour lequel il y a réellement un travail à faire d'accompagnement et de mobiliser leur savoir, leurs expériences pour aussi les faire participer. Le travail d'Atelier Garmente sur ce sujet est exceptionnel et je vous invite tous à vous en servir. Voilà, je ne sais pas comment dire. Merci. Merci. Valérie. Oui, alors 2 points. Le premier, c'est, je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus d'intervention, de tests, d'innovation pour l'utilisation des connaissances dans le processus et peut-être demander notamment au directeur d'ARS de voir comment il pourrait se dire je vais consacrer 10% de mon budget à l'évaluation et à l'utilisation des connaissances, qui serait un objectif à atteindre. Et puis pour terminer, je pense qu'il faut, et je me permets pas du tout de faire une transition avec la suite, mais il ne faut pas refonder la santé publique, en fait, il faut la révolutionner. Et si on la refonde, ça suffira certainement pas. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, on va, oui, voilà, applaudir vraiment nos 5 panélistes qui ont été exceptionnels. On a eu un débat très riche, extrêmement riche qu'on aurait pu prolonger, mais bon, on doit quand même s'excuser peut-être auprès de Emmanuel, qui est dans les starting blocks de Marion. On vous a volé quelques minutes, mais je pense que ça valait le coup. Merci à vous tous. Ne bougez pas, parce que ça continue tout de suite, il n'y a pas de pause.